Si auparavant les pays de l'OTAN se limitaient à soutenir le régime de Kiev, désormais en Occident, on parle ouvertement du fait qu'il se prépare à... Une guerre contre nous augmente les budgets militaires à visée offensive. Sous l'effet des menaces de Vladimir Poutine, l'Europe a tout de même commencé à agir. Cette nuit, l'Allemagne a commencé à transférer des troupes vers la frontière de la Biélorussie, en Lituanie. C'est la première fois dans son histoire que la Bundeswehr va stationner en permanence un grand nombre de soldats à l'étranger et en plus directement à la frontière avec la Biélorussie. De l'autre côté, Kaliningrad n'est pas si loin non plus. Et la logique des pays de l'OTAN est tout à fait compréhensible. Pour eux, la Russie est voisine, elle a déjà attaqué l'Ukraine et menace les pays baltes ainsi que la Pologne. Au même moment, quelques heures plus tôt, le 23 juin, Vladimir Poutine s'est adressé aux diplômés des écoles militaires au Kremlin. Et il a déclaré que c'est l'Occident qui se prépare ouvertement à la guerre contre la Russie, que les pays de l'OTAN seraient passés du soutien à Kiev à la préparation directe de frappes contre Moscou et que l'Ukraine serait la principale force de cette attaque. L'Ukraine avec sa puissante armée, et que la Russie, bien sûr, ne fera que se défendre. Cela semble presque convaincant. Dans cette version, l'agresseur, c'est l'Europe, tandis que la victime, qui sera simplement obligée de se défendre, c'est la Russie. Retenez bien ce cadre, car tout l'épisode d'aujourd'hui portera sur la façon dont ce cadre de Vladimir Poutine est complètement renversé. Les services de renseignement de tous les pays de l'OTAN ont déjà déclaré d'une seule voix que la Russie pourrait être prête à attaquer un pays de l'OTAN dès 2029. Quant aux pays baltes, ils sont déjà une cible bien plus tôt et l'OTAN prévoit une attaque dès 2027. L'Europe se prépare réellement à la guerre, la question est seulement de savoir laquelle et qui sera contre qui. Mais l'Europe a ici un gros problème. Pendant qu'elle compte fébrilement les années jusqu'à une éventuelle attaque de la Fédération de Russie et tente de se réarmer. Ses principaux partenaires militaires, les États-Unis, font exactement le contraire. Ils retirent leurs troupes d'Europe. Et vous savez, on dirait que Donald Trump se dépêche simplement de plier bagages et de fuir l'Europe tant que la guerre n'a pas vraiment commencé. Et le problème, c'est que le compte à rebours de la menace russe et celui du retrait américain indiquent pour la première fois depuis des décennies la même fenêtre temporelle. Et c'est précisément dans cette fenêtre que Vladimir Poutine a déclaré aujourd'hui que la Russie devra se défendre et que l'Occident prépare une attaque contre la Fédération de Russie. Analysons les faits et les dates pour voir qui se prépare réellement, à quoi, et nous allons partir d'aujourd'hui des événements actuels, puis remonter dans le temps étape par étape de façon chronologique. Je suis Alexei Pecci et nous allons analyser ensemble ce sujet complexe. Nous allons analyser ce qui se passe, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et rejoindre la communauté privée Pecci Insight, vous pouvez le faire via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, allez-y, regardez, tout y est expliqué, quoi, comment, etc. Alors, commençons par les deux nouvelles les plus marquantes. Avant de passer à l'analyse, première nouvelle. L'Allemagne déploie 5000 soldats à la frontière avec la Biélorussie. Les soldats de la Bundeswehr seront stationnés en permanence en Lituanie pour protéger le flanc est de l'OTAN. Et pour comprendre la gravité du moment, je souligne que c'est la première fois dans son histoire que la Bundeswehr va stationner en permanence un si grand nombre de soldats à l'étranger, et en plus, près de la Biélorussie. Vous allez dire, pourquoi provoquer ainsi ? Eh bien, le problème, c'est que la Russie a déjà déployé, par exemple, des armes nucléaires en Biélorussie, et il faut que quelqu'un de l'OTAN surveille cela. En Lituanie, tout est sérieux. À la place des forêts denses, de nouveaux immeubles résidentiels, écoles, jardins d'enfants, établissements médicaux, etc. apparaissent. Comme vous le comprenez, c'est là que seront placés les points d'observation et le transborder immédiat. Comme l'a déclaré le ministre lituanien de la Défense, je cite, « L'Allemagne et la Lituanie seront de toute façon prêtes d'ici la fin de 2027. Si ce n'est plus tôt, la brigade sera entièrement équipée et prête. » Et remarquez que le ministre de la Défense de la Lituanie, c'est-à-dire d'un des pays baltes, mentionne précisément la fin de 2027, voire plus tôt. Nous reviendrons sur cette date un peu plus tard. Revenons au temps présent.
Je tiens à souligner qu'il y a déjà près de 2000 militaires allemands stationnés en Lituanie, et ce mois-ci, ils mènent des exercices à seulement 20 km de la frontière biélorusse. Et la deuxième nouvelle, Vladimir Poutine a déclaré publiquement la veille que les pays de l'OTAN préparent des plans de guerre contre la Russie, comme l'Allemagne nazie en 1941, et que la Russie est prête à répondre à ces menaces. Je vais maintenant citer ses propos. Nous voyons que si auparavant les pays de l'OTAN se limitaient à soutenir le régime de Kiev, arrivé au pouvoir illégalement par un coup d'État armé, maintenant en Occident, ils parlent ouvertement du fait qu'ils se préparent à la guerre contre nous et augmentent leurs budgets militaires offensifs. Dans le même temps, pour justifier de telles dépenses et la militarisation radicale de leurs États, les dirigeants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne, comme auparavant, utilisent de fausses déclarations sur une prétendue menace militaire russe. Le schéma d'action de ce qu'on appelle l'Occident démocratique est très simple. D'abord, il crée des menaces pour notre pays, nous force à prendre des mesures nécessaires à l'autodéfense et à la protection, puis il nous accuse immédiatement de tous les péchés possibles. Pour justifier la poursuite de leur politique agressive, de leurs actions agressives envers la Russie, tout cela nous est bien connu, nous le connaissons parfaitement. Même après l'attaque perfide contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, une véritable attaque perfide de l'Occident, l'Allemagne hitlérienne a tenté d'accuser l'URSS et Staline d'agression contre ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident collectif. C'est étonnant, mais cela continue d'être discuté dans des cercles quasi scientifiques, a-t-il souligné. La Russie plaide constamment pour une sécurité égale et indivisible pour tous. Nous sommes convaincus que cela ne peut être atteint qu'en formant un système multipolaire de relations internationales, garantissant de manière fiable la sécurité militaire de chaque État. En même temps, nous sommes prêts à répondre rapidement et de manière adéquate à toute menace extérieure ou intérieure. Et c'est ici que les experts affirment déjà qu'en général, Vladimir Poutine a décidé de jouer le tout pour le tout et de vraiment passer à l'offensive contre l'Europe. Ils disent pour que l'escalade est le seul atout dans la manche de Vladimir Poutine, car la guerre en Ukraine est objectivement dans une impasse. Parce que le rythme d'avancée que démontre l'armée russe sur le front indique qu'il leur faudra encore 10 ans pour capturer la région de Donetsk. Mais la question est de savoir si l'Europe est prête à cela. Et c'est ici que nous passons à l'analyse de ce qui se passe. J'ai annoncé 2 nouvelles. Maintenant, analysons ce qui se passe d'autre. Il y a 2 graphiques qui convergent actuellement, et leur croisement représente le moment le plus dangereux pour l'Europe depuis probablement 30 voire 40 ans. Le premier graphique est un compte à rebours lancé par les services de renseignement et les états-majors européens. C'est la date à laquelle la Russie sera prête à attaquer l'Europe. Le deuxième graphique concerne le retrait des troupes américaines du continent européen. Et le problème, c'est que le premier compte à rebours arrive vers la fin de la décennie. Quant au second, il s'est en fait déjà enclenché. Commençons par ce qui s'est passé il y a tout juste quelques jours. Le 18 juin à Bruxelles, le chef du Pentagone, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, s'est adressé aux ministres de la Défense de l'OTAN et, au lieu de leur apporter son soutien, il les a sévèrement réprimandés. Il a annoncé un examen de 6 mois de la présence militaire américaine en Europe et a averti que certains pays échoueraient à ce test. Eh bien, l'essentiel est que, pendant 6 mois, le Pentagone a décidé de déterminer d'où il fallait se retirer et d'où il ne fallait pas se retirer, et aussi dans quelle mesure cela devait être fait. Pete Hegseth a qualifié de honteux le refus de plusieurs alliés européens de fournir aux États-Unis des bases pour frapper l'Iran et a déclaré que la révision devait garantir cela. L'OTAN avance rapidement et irréversiblement vers le fait que l'Europe assume la principale responsabilité de sa propre défense. C'est ici que les paroles ont commencé à se traduire en actes. Un peu plus tôt, le 3 juin, les États-Unis ont signalé qu'en cas de crise, ils ne fourniraient plus aux pays de l'OTAN un porte-avions avec ses navires d'escorte, des avions ravitailleurs et des dizaines de chasseurs,
Et donc en quelque sorte, le commandant suprême de l'OTAN, qui est d'ailleurs toujours un Américain, travaille déjà sur des plans de secours pour la défense de l'Europe sans ses moyens américains. Encore une fois, un porte-avions et des navires d'escorte, des avions ravitailleurs et des dizaines de chasseurs. La plupart de tout cela, les Européens ne l'ont tout simplement pas physiquement. Et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a essayé d'atténuer un peu le choc et a qualifié le modèle de force de simple outil de planification. Il dit que lorsque la vraie guerre commencera, tout le monde sera impliqué. Les porte-avions, les avions ravitailleurs, tout ça. Tant qu'il n'y a pas de guerre, les Américains peuvent planifier ce qu'ils veulent. Mais au moment où les États-Unis commencent tout de même à se replier, le général allemand, c'est-à-dire le chef d'état-major de la Bundeswehr, fait une déclaration. Il dit que l'évaluation du renseignement, convenue dans le cadre de l'OTAN, indique que la Russie sera prête à attaquer l'OTAN dès 2029. D'où vient cette date de 2029 ? Selon le général, c'est le consensus des services de renseignement de l'Alliance. Vous avez sûrement déjà entendu aux actualités que les Suédois ont évoqué une date. D'après leurs informations, c'est quelque part autour de 2030 les Allemands ont donné une autre date. Les Baltes en ont mentionné une troisième. Et finalement, tout le monde est tombé d'accord. Tous les services de renseignement européens se sont réunis, ont rassemblé toutes ces informations et ont décidé que très probablement, ce serait finalement l'année 2029, plus proche de cette date. Mais pas pour tout le monde. En fait, le 12 juin, le journal allemand Bild cite l'inspecteur des forces terrestres allemandes. Et il déclare que les 32 partenaires de l'OTAN sont tous d'accord pour dire que la Russie pourrait acquérir la capacité d'envahir un pays de l'OTAN en 2029. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a confirmé cette évaluation un peu plus tard officiellement, mais il a ensuite ajouté, en passant, que les pays baltes sont menacés bien plus tôt. Et c'est là que les services de renseignement ukrainiens interviennent avec le détail le plus inquiétant concernant la géographie de la prochaine attaque. Donc je rappelle que le 16 mai, Zelensky, après avoir reçu un rapport des militaires et des services de renseignement, a fait une déclaration. La Russie envisage de nouvelles opérations offensives dans les oblasts de Kiev et de Tchernihiv, depuis le territoire de la Biélorussie, ainsi que la possibilité d'utiliser le territoire de la Biélorussie pour frapper les pays voisins membres de l'OTAN. L'objectif concret est le corridor de Suwałki. Il s'agit de la frontière commune entre la Pologne et la Lituanie, d'une largeur de 70 km située entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. Et ce territoire est depuis longtemps considéré comme le point faible clé du flanc est de l'OTAN. Ce qui est c'est vrai des deux côtés. Les Russes, en fait, sont déjà là. Et en Biélorussie, ce sont aussi déjà des Russes, en réalité. Et si ce corridor de 70 km est simplement coupé, alors les pays baltes, la Finlande et la Suède se retrouvent complètement isolés du reste de l'Alliance atlantique. Parallèlement, à la fin du mois de mai, je rappelle que des drones russes sont entrés en Roumanie. L'un d'eux s'est écrasé sur un immeuble résidentiel et Bucarest a commencé à évoquer la possibilité d'invoquer l'article 4 de l'OTAN concernant les consultations. Mais publiquement, les consultations n'ont finalement pas eu lieu. Mais ne pensez pas que l'OTAN a simplement fermé les yeux sur tout cela. Ces 5000 soldats allemands en Lituanie, c'est aussi une réponse. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre que l'inquiétude s'accumulait depuis des mois. En décembre 2025, lors d'une réunion à huis clos à Londres, organisée par le Centre d'analyse Russie, des militaires et des agents de renseignement occidentaux concluent que l'Occident fait face à une menace de portée mondiale. Un conflit mondial, mais il n'y est absolument pas préparé. Ici, les estimations sur l'échéance de la guerre sont plus alarmantes que les évaluations officielles. Selon certaines d'entre elles, le Kremlin pourrait vraiment attaquer l'OTAN au plus tard, en 2029. Tout concorde ici. Mais les pays baltes pourraient être confrontés à l'agression russe encore plus tôt, dès 2027. Pourquoi ai-je dit que le ministre de la Défense lituanien insistait autant sur la fin 2027, affirmant que tout serait prêt, avec les troupes allemandes déployées et tout parfait? Et surtout, Billet est constaté que la guerre, sous une forme atténuée, a déjà commencé. Elle est déjà en cours. La Russie mène une guerre hybride contre l'Europe. Ce sont des sabotages, des lancements de drones dans l'espace aérien de l'OTAN, des provocations avec des chasseurs, des brouillages GPS et ainsi de suite. Selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, Moscou est en phase zéro de préparation à une possible guerre avec l'OTAN.
De plus, aujourd'hui, les analystes affirment que tous les signaux envoyés par la Russie ces dernières semaines selon lesquels le Kremlin serait prêt à négocier avec l'Europe. C'est une nouvelle opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. Créer l'apparence d'une volonté de négocier, poser à l'Europe des conditions irréalisables, comme par exemple retirer les troupes de l'OTAN du flanc Est, puis attaquer l'Europe, en prétextant que la Russie avait proposé de tout régler pacifiquement, mais que l'Europe n'a pas voulu et a même provoqué la guerre elle-même. En réalité, c'est le même scénario que la Russie a testé en Ukraine. Je rappelle qu'en décembre 2021, Vladimir Poutine a publiquement lancé un ultimatum à l'Occident, exigeant que les pays de l'OTAN retirent leur présence militaire du flanc Est. Il a exigé que l'OTAN se retire à ses anciennes positions. C'était il y a des années. Il est évident que personne au sein de l'OTAN n'avait l'intention de le faire, après quoi la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, en prétextant qu'ils avaient proposé de parvenir à un accord pacifique. Et maintenant, les signaux indiquant qu'il, Poutine, envisage de mener des négociations avec l'Europe montrent très probablement qu'il s'agit encore d'une sorte d'opération spéciale. Je voudrais également souligner une autre date très importante. Il s'agit du 16 février 2026. Ce jour-là, les chefs d'état-major de l'Allemagne et du Royaume-Uni, le général Carsten Breuer et le maréchal de l'air Sir Richard Knighton, publient l'avertissement conjoint le plus sévère à ce moment-là. Ils ont alors appelé les Européens à faire face à une vérité dérangeante concernant leur sécurité et à faire un choix difficile concernant les dépenses. Leur formule était alors la suivante: renforcement militaire, accompagné de la volonté de mener une guerre sur le continent européen. C'est un risque accru qui nécessite une attention collective, et l'intention de Moscou va bien au-delà du conflit actuel, c'est certain. Par conséquent, il est nécessaire d'augmenter ses propres dépenses de défense. Et c'est là que réside le cœur du problème de l'Europe. Il y a un énorme écart entre le compte à rebours de la menace venant de la Fédération de Russie et le compte à rebours de la préparation de l'Europe à faire face à cette menace. Les responsables de la sécurité européens avertissent que la Russie pourrait lancer une guerre contre le territoire de l'OTAN dès cette fenêtre de 2027 à 2030. Mais les plans de réarmement de l'Europe ne combleront pas les lacunes critiques en matière de capacité avant 2035. C'est précisément ce décalage de 5 à 7 ans qui est le plus dangereux. Et c'est cela même qu'on appelle la fenêtre de guerre, une opportunité pour Vladimir Poutine. Le général Grinkiewicz du commandement européen des États-Unis a déjà déclaré ce qui suit au Sénat américain le 12 mars. Même avec une augmentation des dépenses jusqu'à 5% du PIB, l'Europe ne pourra mettre en place sa propre défense conventionnelle qu'en 2035. D'ici là, sans l'Amérique, l'Europe n'y arrivera pas. Et alors que le compte à rebours européen avançait jusqu'en 2029, les États-Unis ont commencé à faire exactement le contraire de ce que dicte la logique de la menace. Donald Trump a ordonné le retrait des troupes, non pas de les renforcer, mais au contraire de les retirer. Nous allons également analyser cela plus en détail par date. Là aussi, nous irons du plus récent au plus ancien. Donc, en juin 2026, il y a cette révision de la stratégie de l'OTAN 3.0 dont j'ai déjà parlé. Le Pentagone prend 6 mois pour réexaminer toute la présence américaine en Europe. Début juin, un refus de déployer porte-avions, ravitailleurs et chasseurs en cas de crise a eu lieu. La réaction des deux partis au Congrès américain est révélatrice. Par exemple, le républicain Don Bacon, coprésident du caucus balte à la Chambre. Cela concerne les deux partis. Par exemple, le républicain Don Bacon, qui est coprésident du caucus balte à la Chambre des représentants, a déclaré, je cite, « L'administration continue de réduire unilatéralement les forces en Europe, alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine et menace les pays baltes. » Dans le même temps, le sénateur Coons avertit que la perte des bombardiers stratégiques américains serait un énorme problème, parce que les Alliés n'ont rien pour combler ce manque. Pourquoi ? Parce que toute l'architecture de l'OTAN a été construite pendant des décennies autour des forces aériennes américaines. Objectivement, l'Europe ne possède même pas de bombardiers. Non, elle n'en a pas. Revenons un peu en arrière, jusqu'en mai de cette année. C'était la première alerte sérieuse, le premier signal d'alarme indiquant que les Européens ne doivent pas seulement penser à se réarmer, mais qu'ils auraient déjà dû le faire.
Le 1er mai, le Pentagone annonce le retrait d'environ 5000 soldats d'Allemagne. Et c'est alors que le magazine Time a formulé l'ampleur de la situation de la manière suivante. Cela pourrait n'être que le début d'un retrait beaucoup plus large. Et à la question des journalistes, Trump a répondu qu'il pourrait y avoir encore plus de réductions. Selon les experts, la motivation n'était pas stratégique. Non, pour Trump, la motivation était punitive. Lorsque l'Europe a refusé d'envoyer des navires pour ouvrir le détroit d'Ormuz, Trump a qualifié l'OTAN d'inutile, de lâche, et ainsi de suite. Et depuis, il semble essayer de punir les alliés pour cela. Et tous ces discours selon lesquels les États-Unis retirent autant leurs troupes d'Europe parce qu'ils ont besoin de forces dans la région Indo-Pacifique contre la Chine, tout cela, c'est des absurdités totales. Pourquoi ? Donald Trump a déjà laissé entendre qu'il n'a pas l'intention de défendre Taïwan. Et comme vous le savez, il a annulé le contrat de vente d'armes à Taipei immédiatement après sa rencontre en mai avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin. Prétendre qu'ils renforcent leurs forces là-bas en les affaiblissant ici est absurde. On ne constate actuellement aucun renforcement des forces américaines dans l'Indo-Pacifique. Mais il ne s'agit même pas du nombre de soldats. 5000 là-bas, 5000 de retour. Ce n'est pas ça le problème. Le retrait des troupes d'Allemagne, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est bien plus inquiétant, ce sont les déploiements de missiles annulés et les stocks d'armes épuisés, qui sapent silencieusement les fondements de la stratégie de dissuasion de l'OTAN. Concrètement, le déploiement des missiles de croisière à longue portée Tomahawk, qui devait avoir lieu en Allemagne en 2027, est désormais remis en question. L'Allemagne demande désormais à l'Ukraine d'accélérer le développement de ses propres missiles balistiques pour combler cette lacune. Revenons encore en arrière dans le temps. Octobre-novembre. 2025, c'est là que tout a commencé, publiquement. Le 29 octobre, les États-Unis annoncent qu'ils retirent de Roumanie une brigade de la 101e division aéroportée de l'armée américaine. J'en viens au fait que, en réalité, Trump ne fait pas que se venger. Il avait prévu cela bien plus tôt, même avant l'opération en Iran. Le Pentagone insistait alors sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un retrait des troupes d'Europe, mais, je cite, d'un signe positif des capacités européennes accrues. Les Européens peuvent déjà se débrouiller seuls, alors pourquoi rester ici ? Mais même à ce moment-là, les républicains, à savoir les présidents des commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants, Wicker et Rogers, ont tiré la sonnette d'alarme et, dans une déclaration commune, ont écrit ce qui suit. La décision du Pentagone semble incohérente et va directement à l'encontre de la stratégie du président Trump, ce qui suscite des inquiétudes, d'autant plus qu'ils n'ont même pas consulté le Congrès à l'avance. Et maintenant, réunissons ces deux lignes d'événements et ces deux comptes à rebours pour comprendre ce qui se passe réellement. Tous les services de renseignement européens, avec l'accord des 32 pays de l'OTAN, fixent une date. La Russie pourrait être prête à frapper d'ici 2029, mais les pays baltes pourraient être attaqués dès 2027. La guerre hybride, ce sont des sabotages, des incursions de drones, le brouillage du GPS, ce qui signifie, selon les Européens, qu'elle est déjà en cours. Autrement dit, la guerre hybride a déjà commencé. Le réarmement de l'Europe ne comblera les lacunes critiques qu'en 2035. Autrement dit, la période de vulnérabilité de l'Europe se situe précisément entre 2027 et 2030. Et c'est précisément pendant cette période que les États-Unis commencent à retirer systématiquement leurs forces d'Europe. D'abord la Roumanie, puis l'Allemagne, ensuite le refus de fournir des porte-avions et des bombardiers dans les plans de crise, des menaces de retirer les troupes d'Italie et d'Espagne. Et en plus, la présence des missiles Tomahawk en Allemagne en 2027 est fortement remise en question. Et c'est là que les analystes de l'Atlantic Council posent un cadre lucide, vous savez, sans panique mais sans aucune illusion non plus. Et cela sonne ainsi. Du point de vue de Moscou, cette démarche sera perçue comme un affaiblissement de la détermination des États-Unis d'Amérique. Comme si vous n'aviez pas assez de force pour plusieurs fronts. La leçon pour les dirigeants européens, c'est que montrer des progrès sur leurs propres dépenses est la meilleure façon de maintenir les Américains impliqués. Aussi étrange que cela semble, il faut dépenser sans compter. Les béquilles américaines irremplaçables, que l'Europe ne peut pas encore remplacer ou reproduire, sont clairement énumérées.
Il s'agit du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, des frappes à longue portée, du commandement et du contrôle, ainsi que de la logistique, du transport et surtout du parapluie nucléaire. Et tout cela, l'Europe essaie maintenant d'apprendre à le faire elle-même. Et lorsque Vladimir Poutine voit tout cela, il s'en sert comme prétexte pour accuser l'Europe de se préparer à la guerre. D'un côté, l'Europe essaie de se protéger préventivement contre la Russie, et de l'autre, elle se réarme parce que les Américains s'en vont. Autrement dit, c'est inévitable, oui, les Américains s'en vont, et les Européens commencent à allouer plus d'argent, par exemple, pour remplacer les systèmes de missiles, réfléchir aux chasseurs, réfléchir aux bombardiers. Déplacer les troupes, par exemple les troupes allemandes, là où les Américains partent, et ainsi de suite. Dans tous les cas, tout cela ressemble à une préparation à une grande guerre. Et Poutine utilise tout cela pour déclarer, sur le plan rhétorique et propagandiste, que soi-disant, regardez, c'est l'OTAN qui se prépare à la victoire. Et vous savez, le principal danger n'est pas que la Russie attaquera inévitablement en 2029, ou dans le cas des pays baltes, en 2027, non. Les prévisions, mais ce sont toujours des prévisions, elles peuvent ne pas se réaliser. Et beaucoup d'entre elles dépendent directement de la question de savoir si la guerre en Ukraine sera terminée à ce moment-là, et surtout si elle se terminera de manière à ce que Moscou ait le temps de reconstituer ses forces, ce qu'il adviendra de l'économie, et ainsi de suite. Il y a donc beaucoup de variables ici. Le principal danger n'est pas là, le principal danger réside dans la synchronisation de ces deux courbes. Pour la première fois depuis des décennies d'existence de l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'OTAN, le compte à rebours de la menace et celui de l'affaiblissement de l'Occident, malheureusement, pointent vers la même fenêtre. Et c'est précisément dans cette fenêtre que Vladimir Poutine peut frapper au sol. Et il est très étrange de réaliser qu'au Pentagone, par exemple, ils peuvent ne pas en être conscients. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez également des liens pour savoir comment soutenir le travail de cette chaîne YouTube et comment rejoindre la communauté privée Pitchy Insight, où nous communiquons directement et où je réponds à toutes vos questions, où nous discutons des sujets qui ne sont pas abordés ici sur YouTube, et où d'ailleurs nous discutons aussi des sujets qui seront publiés plus tard sur YouTube. C'est pourquoi vous saurez bien plus tôt ce dont nous allons discuter dans le prochain épisode. Alors rejoignez-nous, abonnez-vous, et soutenez le travail de cette chaîne YouTube. Et voilà les amis, n'hésitez pas à écrire votre avis sur ce sujet dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.